Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une nouvelle historiette intitulée Chac et l'île aux dragons. Pour ceux qui connaissent un peu Tintin, dans le secret de Raskar Kapak, il y a le dieu Chac, qui est le dieu de la pluie chez les Incas. Mais là, le nom de Chac, situé dans le commun, ne vient pas des Aztèques. Alors, je commence. Et en juillet 1976, dans ce beau pays de Comminges, au pied des Pyrénées bleues, par une journée caniculaire, j'écoutais mon oncle, Roger Bouet, me raconter un passage de son enfance. C'était au lendemain de la Grande Guerre, c'est-à-dire celle de 14-18. En fin d'année 1920, qu'à l'occasion d'une fête dont les traditions paysannes étaient friandes encore à l'époque, que la famille entière se rendait visite à un brin de famille domicilié à une dizaine de kilomètres au hameau de Chac, si dans la commune de Salèche, c'est dans le département de la Haute-Garonne actuellement. Pour cela, le père attelait la jument blanche à la carriole, qui possédait de grandes et hautes roues de couleur lavande, bordées d'un liseré blanc qui courait sur tout le long de l'habitacle, et la famille entière montait dans ce véhicule, car il n'y avait pas de voiture à l'époque, la femme, Marie, le fils Roger, et sa petite sœur Yvette, qui était ma mère. Et la fière jument allait son petit pas cadencé sur ces routes qui n'étaient pas encore revêtues de méchants goudrons sombres, mais qui luisaient clairs au soleil. On remontait ainsi la vallée de l'Arbas. L'Arbas est une rivière. Cette rivière est à caractère colérique, torrentueuse, car elle descend des Pyrénées. Puis, en passant à l'ombre d'une route bordée d'arbres catalpas, emblème de l'impératrice du Japon, soit dit au passage, et qui menait avant à un joli château, un châtelet disons, avant d'être transformé en départemental, car évidemment c'est une belle route encadrée de catalpas, c'est digne de figurer dans le patrimoine départemental. Et l'on continuait ainsi à travers un paysage orné de champs, de haies, de vieilles maisons, d'arbres fruitiers, en bord de route, bien sûr, et dans le cadre des vieilles montagnes Pyrénées endormies dans le lointain. Enfin, on arrivait à la commune de Salèche, entourant son vieux château féodal moussu. On tournait à main gauche pour serpenter entre les haies de pruneliers vers un groupe de maisons constituant le hameau de Chac. Là se trouvait, et se trouve toujours d'ailleurs,
une longue maison blanche où la famille se retrouvait, et vous comprenez que ces retrouvailles étaient comme toutes les retrouvailles de famille aujourd'hui, chaleureuses, joyeuses et enjouées. Du reste de ce qui était ce contexte du repas, des conversations, mon oncle, jeune enfant à l'époque, ne s'en souvenait pas. Il se souvenait simplement de deux choses. D'abord, on mettait sur un moderne gramophone, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, un disque duquel s'échappait la musique militaire du régiment de Sambre-et-Meuse, grande musique de la guerre de 14-18 et sans doute antérieure. Sans doute parmi les hommes encore jeunes qui se retrouvaient là, y avait-il des combattants de 14-18, inséparables de cette musique qui avait souvent résonné à leurs oreilles jeunes. Il devait avoir aussi parmi les vieux quelques anciens de la guerre de 1870, qui entonnaient les mêmes refrains avec la nostalgie violette de leur passé. La seconde chose dont mon oncle se souvenait était qu'après le repas, quand on commençait à s'assoupir, la coutume, l'habitude plutôt, locale voulait qu'on aille à la grotte. À la grotte. Ce mot mystérieux résonnait comme le meilleur des élixirs, car il n'y avait aucune hésitation dans la maisonnée. Tout le monde s'apprêtait comme pour une expédition lointaine dans un monde fantastique. Le voyage au centre de la Terre de Jules Verne n'était pas bien loin. On préparait un fagot. Une jeune mère en robe blanche et les hommes en tenue bleue, revêtus qui d'un châle, qui d'un trésor ou d'un bonnet, se rendaient alors dans un petit bosquet situé à moins de 50 mètres de la maison, au bord d'un muret de pierre blanche. Là, en lisière, un chemin à peine marqué remontait la pente de la colline. On se suivait religieusement. En 2 minutes à peine, on arrivait ainsi près d'un porche, plutôt, et on allumait les bougies, dont les flammes virevoltaient dans le souffle froid qu'exhalait ce porche mystérieux. Et la colonne s'engouffrait, c'est le cas de le dire, s'engouffrait lentement, très lentement, sous terre, chacun faisant bien attention où il mettait les pieds. Mon oncle n'avait d'autre souvenir de cette expédition familiale que du fait suivant. Survenu à un certain endroit où il y avait un passage déclive, c'est-à-dire en pente, qui descendait même beaucoup, un homme de la famille allumait un fagot et le jetait dans ce vide. Quand le fagot était en pleine combustion, la flamme éclairait très haut une voûte éloignée, et on voyait au loin, à une dizaine de mètres,
une grande colonne partant du plafond jusqu'au sol, des orgues en quelque sorte, et c'était devant ce spectacle qui jaillissait de l'ombre des cris, des émerveillements, devant cette merveille souterraine qui jaillissait de l'ombre pour y retourner progressivement au fur et à mesure que la combustion du fagot finissait. Et c'était là le but de la visite de cette famille. C'était le deuxième souvenir également de mon oncle de son enfance. Alors, quand j'ai entendu ce récit, évidemment, le démon de l'aventure m'a saisi et je décidai, avec un ami, Michel Duchin, un peu plus bas dans le village, près de la rivière, donc nous décidâmes plutôt de partir à l'aventure. C'était presque donc un demi-siècle plus tard. Mon oncle était à son automne, hélas, mais le temps n'avait pas effacé l'émerveillement de jadis quand il nous racontait cette histoire. Et là, au pied de la cheminée où étaient attachées les cordes à tresser, parce que mon oncle tressait les cordes, à partir des ficelles de lieuses, de bottes, des bottes de foin. On était là à suivre ces propos enchantés, ce récit mythique qui nous attirait comme Ulysse écoutait les sirènes. Ces sirènes, c'était celles de l'inconnu et du mystère souterrain. Car mon oncle ne savait rien au-delà de la grande salle. Personne n'osait descendre. Mais il ajouta qu'à Chac, tout le monde savait que dans la grotte il y avait des fées. Oui, il y avait des fées. Il ajoutait qu'elles avaient les yeux palmés. Et qu'un jour, un habitant du village, mal intentionné, avait répandu du sable sous le porche. Les fées étant sortis la nuit, le lendemain, l'homme qui avait mis le sable est revenu voir et il a constaté qu'elles avaient les pieds palmés. Oui, les pieds palmés. Les fées, qui savent beaucoup de choses, l'ayant su, elles se sont vexées et depuis, elles ont quitté la grotte. Inutile donc de les chercher à Chac, elles sont ailleurs. Quand j'ai rencontré le très grand spéléologue d'Ambert-Casteret, il m'avait raconté à ce sujet que, à quelques mètres de l'entrée, se trouvait, et se trouve toujours, une entaille dans un pilier stalagmitique, sans doute pour faire cuire du pain, et que donc les Gaulois avaient occupé la grotte, et spécialement les druides, ou le druide. Et les druides avaient des habits blancs, comme les fées. Donc pour Ambert-Casteret, là où il y avait des druides, il y a eu 1000 ans après des fées. Car le souvenir humain, eh bien, dure très longtemps. Bon, voilà pour ce constat qu'au-delà de la pente, on ne savait plus rien. C'était l'époque de mes 16 ans, et j'avais un grand ami, donc Michel Duchin, de la maison d'en bas du bord de la rivière. De plus, ma mère Yvette m'avait offert aussi un livre d'exploitation, Le mystère de la haine morte, de Ambert-Casteret, grand récit des explorations du gouffre le plus profond de France dans les années, et tout cela avait contribué au fait que ce jour-là, nous partîmes donc à Chac.
car ce cocktail d'aventure me montait à la tête. Depuis les années 20, la route était goudronnée. Nous n'avions pas de cheval, mais des mobylettes. De plus, le lien familial s'était perdu. Le mois de juillet restait sans doute le même et nous accablait de chaleur. Nous arrivâmes sans entrave au hameau de Chac. Et là, une surprise nous attendait. C'était un petit vieux, sous son béret noir, comme le mien là, et du regard pétillant de malice. Il était assis sur une chaise, à l'ombre de sa maison, au-delà du mur que nous suivions. Il somnolait. Mais à notre passage sur cette route déserte d'ordinaire, le surprit et le réveilla. Je le saluai, « Bonjour monsieur, bonjour monsieur », et je lui adressai la parole pour lui demander où se trouvait la grotte. À ce mot, il s'éveilla complètement. Il nous indiqua le petit chemin en lisière plus loin. Puis, tout à coup, il se fit grave et nous dit « Faites attention, car moi, quand j'avais votre âge, j'étais allé. Et après avoir beaucoup marché, je suis arrivé à une rivière. » Jusque-là, nous pensâmes que c'était la réalité. Mais ce vieux monsieur crut bon d'ajouter une once de merveilleux. Une petite once de merveilleux, ça ne peut pas faire de mal. Il paraît qu'un autre est allé encore plus loin. Il a descendu la rivière avec un canot. À un moment, il y avait une île, et sur l'île, il y avait un dragon. Et là, en disant ces mots, le vieux monsieur nous regardait avec des yeux d'enfer. Et il ajouta d'un ton catégorique et avisé. « Vous pensez bien qu'il a tourné bride ?» Et se penchant un peu vers nous, « Alors, n'allez pas vous perdre, hein, et faites attention. » C'était la génération d'avant la télévision. La télévision, c'est André Malraux, 1960. Avant les téléphones portables, Internet et tutti quanti. On se racontait des contes. On se racontait des contes comme je vous en raconte un. À mon avis, c'est l'avenir. Et le merveilleux faisait bon ménage avec la réalité. On était cartésien en surface. N'en déplaise à l'éminent philosophe Descartes. Or donc, par politesse, surtout, nous parûmes surpris, au grand contentement du vieillard. Mais avoir pris congé, et m'ont gravi un peu la pente, nous étions d'accord à penser que c'était une affabulation, il n'y avait pas d'île, il n'y avait pas de dragon, c'est pas possible quand même. Pour lui, qu'importe, il croyait au merveilleux. Bon, et puis nous, fallait pas nous pousser quand même trop, hein. Après tout, une once de merveilleux, et je l'ai déjà dit, ça peut pas faire de mal. Après avoir grimpé cette sente enlacée, nous arrivâmes devant le porche. Il était de taille humaine. Là, pour la première fois, nous revêtîmes des vestes militaires que nous avions emportées, nous allumâmes une bougie et nous rentrâmes sous terre sur la trace de nos aïeux récents, les grands-parents,
ou lointains, les Gaulois. Le sol n'était pas plat, il était chaotique. Il fallait faire bien attention où l'on posait les pieds. À 20 mètres de l'entrée, dans un massif stalagmitique, un évidement rectangulaire attira mon attention sans plus. Mais c'est cet évidement au sujet duquel Norbert Casturet m'avait dit que c'était un four, vraisemblablement un ancien four gaulois. Nous arrivâmes en haut de la salle, là où on jetait le fagot. Les bougies éclairent à proximité, et par ailleurs la cire coule et brûle les doigts. Ce qui oblige, pour celui qui porte la bougie, à écarter les doigts. Devant nous, nous n'avons que le noir et le vide. Et puis ce vide était tellement impressionnant. Et puis c'est noir, et quand je jette un caillou, ben voilà, ça ricoche plus bas. C'était nos débuts aussi, donc on a eu peur. Et puis il nous fallait une corde pour descendre. Donc nous ressortîmes, et ce n'est quelques jours plus tard, enfin quelques temps plus tard, que nous fûmes de nouveau au même endroit, munis d'une longue corde tressée, que j'avais tressée moi-même sur les conseils de mon oncle. 25 mètres de corde, hein. Ouais. Et là, il nous a fallu peut-être 5 ou 6 mètres, ou 7, bon, voilà. Et ce jour-là, nous allâmes plus avant, nous parvînmes sur un chapiteau hindou, voilà, un terminus constitué d'une paroi qui remontait devant nous, et ce n'est que bien plus tard que nous découvrîmes dans cette paroi un orifice qui la perce complètement et qui permet de déboucher ailleurs. Voilà. Un jour aussi, nous découvrîmes une chauve-souris morte, petite chauve-souris morte, fossilisée. Notre réflexe fut de l'emporter pour la montrer, bien sûr. Un autre jour, nous la rapportâmes avec pitié et pieusement en quelque sorte, cette petite vie qui avait choisi de s'éteindre là, dans les ténèbres, derrière une colonnade. Et bien maintenant, elle repose au même endroit, derrière cette colonnade. Ce sont des détails comme ça, mais qui sont beaux. La première fois que nous fûmes sortis, cette première fois où il y avait le vieux monsieur, et que nous cheminions le long du vieux mur de pierre blanchie sur la route, le petit vieux plutôt au béret, était encore assis. Et il ne somnolait pas, comme s'il nous attendait. D'ailleurs, c'est lui qui nous parla. Alors, nous aurons pu lui répondre que nous avions trouvé la rivière, l'île et le dragon. Et ajouter encore quelques détails merveilleux. S'il fallait le refaire maintenant, je le ferai sans hésiter, l'imaginaire étant plus beau que la réalité. Sujet de philosophie. Mais là, nous étions adolescents, fatigués par l'aventure, la marche, la déambulation, l'émotion. Et la question nous prit de court. Alors nous répondîmes que nous n'avons trouvé ni rivière ni dragon. C'était provoquer le vieux monsieur, lui dire qu'il mentait. La réponse tomba donc comme un couperet à la seconde même. Le petit vieux leva les bras au ciel et dit « Il y a dû y avoir un éboulement ». Nous hochâmes la tête sans hésiter, comme si nous avions trouvé cet éboulement. Il n'y en avait aucun, à la vérité.
Puis il nous demanda avec une curiosité visible ce que nous avions parcouru. Qu'est-ce que vous avez fait dans la grotte? Jusqu'où êtes-vous allé? Qu'y a-t-il? Visiblement, il n'était jamais rentré dans la grotte. Il était resté devant le porche ou à l'endroit d'où l'on jette le fagot. Et la grotte restait pour lui un mystère, à 50 mètres de sa maison à peine. Par les années qui s'ensuivirent, je revins maintes fois à la grotte de Chac. Le petit vieux au béret fut longtemps là, oui, longtemps là. Un jour il ne parut plus, sans doute pour une éternité sans fond, oui, sans fond. La mort, en grande tenue noire, était venue le chercher pour l'emporter. Il en connaissait maintenant bien plus que nous. Je regrette un peu toutes ces personnes qui disparaissent. Mais donc, voilà, ce petit vieux est resté dans la mémoire de la découverte et de l'exploration de la grotte de Chac. Et chaque fois que j'y reviens, j'évoque cette personnalité parce que maintenant il n'y a plus personne. Il n'y a que des lotissements nouveaux qui se sont étendus là. Et c'est tout. Voilà. Eh bien, ici se termine cette historiette de la grotte de Chac et du dragon et du petit vieux qui nous avait raconté tout ça. J'espère qu'elle vous a plu, elle est vraie, elle est authentique dans tous ses détails. Et la grotte elle-même vous attend pour vous ouvrir ses bras. Je vous dis donc sur cette belle perspective, au revoir et bonne continuation dans le domaine de l'imaginaire. Au revoir à toutes et à tous.